Dans les vallées du Haut-Atlas, le plus grand massif montagneux du Maroc, la beauté minérale du sud marocain se dévoile en une combinaison d'oasis, de vallées florissantes, de sommets arides et de plateaux désertiques. Ce territoire, appelé le toit du Maroc, est celui des Berbères, les premiers habitants du pays. Installés là depuis plusieurs centaines d'années, les Berbères ont d'abord été nomades. À la fin du 7e siècle, ils commencent à se sédentariser pour se défendre des invasions successivement romaines, vandales, byzantines et arabes. Les Berbères sont fiers de leur communauté, une identité qu'ils ont farouchement protégée, comme en témoigne l'édification de ces maisons fortifiées, appelées ici Kasbah. Ces Kasbahs racontent avant tout une histoire de résistants, la résistance aux ennemis, mais également la résistance à la rudesse du climat montagnard. Les Berbères ont ainsi sublimé leur territoire en puisant dans leurs montagnes hostiles le seul matériau disponible, l'argile. Les vallées montagneuses du Dadès et du Dra, de la province de Ouarzazate, se sont alors parées d'un rouge ocre incandescent. En direction de Toundout, à plus de 70 km au nord-est de Ouarzazate, on est frappé par ces reliefs hérissés de villages-forteresses. Un passé qui a modifié le paysage. Ici, donc, nous sommes en présence d'un cas très particulier qui est un ensemble de kasbahs, donc mitoyennes. Généralement, la kasbah, comme on le sait, elle est construite sur sur des collines, des points culminants, etc., pour prédominer donc, ce qui se passe en contrebas. À cette architecture qui est monobloc, qui est un ensemble de kasbahs enchevêtrés, ça reflète un peu la vie communautaire et la vue communautaire de protection. Il y a un seul accès qui permet l'accès donc au village et qui permet l'accès dans ces kasbahs. Les Berbères ont utilisé la technique du pisé, qui consiste à humidifier la terre argileuse pour en constituer des blocs à l'aide de coffrages et ainsi ériger des murs de grande épaisseur. Il y a un grand effort qui est fait par les anciens bâtisseurs pour donner donc, de la beauté donc, à cette architecture. Et cet effort, donc, on le voit sur les façades qui sont ornées par les ferronneries donc, traditionnelles. Et il faut savoir aussi que ces ferronneries n'ont pas de soudure. Hein. C'est des ferronneries qui sont faites donc, à la main. Il y a aussi donc, la réduction, le peu de fenêtres qu'il y a sur ces façades. Ça, c'est fait aussi exprès pour limiter donc, l'échange thermique avec l'extérieur. Ces fenêtres ont des soubassements qui sont très bas. Ils sont presque à ras du sol, parce que ces populations s'asseyaient par terre. Hein, ils n'avaient pas de chaises, et en s'asseyant par terre, en discutant, ils pouvaient voir, ils ont des vues panoramiques donc, sur l'Oasis. D'abord pour la beauté de l'Oasis et aussi pour contrôler ce qui se passe. Au 7e siècle, les Arabes partent à la conquête de l'Afrique du Nord. Aux yeux de ces envahisseurs, ce peuple de montagnards était des barbares, un mot qui aurait donné son nom au peuple berbère. Excellents cavaliers, les Berbères résistent à l'arabisation et rayonnent sur leurs montagnes de l'Atlas, sur le dos de leurs chevaux, appelés barbes. Une race endurante qui sert de cheval de guerre et contribue largement au prestige de la cavalerie berbère. À plus de 1000 mètres d'altitude, la Kasbah Amiridil, près de la ville de Skoura, date du XVIIe siècle. C'est une des plus belles du Maroc, à tel point qu'on la retrouve sur les billets de 50 dirhams. Au milieu d'une palmeraie, la Kasbah Amridil est vaste comme un château. Cette demeure familiale est aujourd'hui ouverte aux visiteurs. Cette kasbah a connu un abandon pendant des dizaines d'années et aujourd'hui, il a été donc restauré par les ayants droit, par les héritiers. Et on y trouve tout un programme de réhabilitation avec une partie qui est un musée, qui est visitable, et une autre partie qui est un hébergement. Et là, donc, c'est l'une des entrées principales
Benedil, c'est une casbah qui est très particulière. D'abord, c'est une casbah qui est très grande en termes d'envergure, qui a son stock de grains, qui a son stock d'animaux, qui a son moulin à grains pour fabriquer le pain. Ce qui permet donc aux habitants de vivre en siège pendant une certaine période et de lutter contre l'envahisseur. Les architectes berbères ont également pensé à l'approvisionnement en eau, dont les habitants doivent rester maîtres. Le puits est donc stratégiquement au cœur des demeures, dans le patio. Si les berbères savent se défendre, ils ont aussi le sens de l'hospitalité, comme il se doit en montagne. Et le patio central, dans la casbah, sert à recevoir les invités dans la plus pure tradition. Ce qu'on voit ici, c'est un four à pain. Ce qu'on appelle donc le four à pain tafalmout. Alors c'est très astucieux parce qu'on voit deux entrées. Une première entrée pour mettre donc le bois, donc le combustible, pour chauffer. Et le principe, pour chauffer quoi? Pour chauffer les petits galets qui sont récupérés dans le fleuve, qui vont chauffer. Et c'est sur ces petits galets qu'on va mettre la galette de pain, qui vont cuire sur les galets. Et quand c'est cuit, on retire et on a les traces donc, des négatifs sur les galets. C'est ce qu'on appelle donc le pain de tafalmout. Dans ces cuisines, et le feu produit de la fumée. Et cette fumée, donc, il y a des orifices pour qu'elle puisse s'échapper, d'une part. Et d'autre part, cette fumée sert aussi à désinfecter donc, les toitures qui sont en bois et contrecarre donc l'action des insectes des xylophages et les termites, etc. Voilà un peu le rôle, je dirais, du bistre, cette poudre noirâtre qui se dégage donc du feu. À 80 km de Ouarzazate, dans la vallée où coule le Dra, Zine El Abidine Aït El Kaïd est connu dans son village de Tamnougalt. Son aïeul en était le Kaïd, le seigneur local. Aujourd'hui, c'est Zine qui entretient le Ksar familial. Ce regroupement de Casbah appartient à sa famille depuis toujours. À mesure que la famille s'est agrandie, des Casbahs mitoyennes ont été construites. Aujourd'hui, 37 personnes vivent ici. Le Ksar de Tamnougalt est un précieux témoin et surtout un livre ouvert sur l'opulence berbère. Voilà, c'est ici où j'ai grandi vraiment, j'ai joué cache-cache et toute ma jeunesse c'est ici. Et là encore, j'habite avec mes parents. Chaque endroit est différent. Par exemple, ici, c'est le 14e siècle, on va voir du 17e siècle. On ne l'a pas laissé. Comme on connaît bien vraiment l'architecture en terre, il faut toujours l'habiter. Sinon, vraiment, dès que tu le quittes, tu le fermes, ça peut arriver qu'il est cassé, c'est fragile. On prend soin de cette casbah. C'est un bijou, alors on essaye toujours de le garder. Dans cette maison, les anciens utilisaient le tadlakt, un enduit ancestral de chaux coloré qui rend les murs et les sols imperméables. Un enduit qui a servi dans les palais et hammams du Maroc. À base de pigments naturels, il a pris au fil du temps toutes les nuances, passant de l'ocre chaud au bleu cobalt ou au jaune safran. De siècle en siècle, les Berbères ont ajouté des couleurs au pisé des premières casbahs. Là, c'est du XVIIe siècle. C'est un peu différent de l'autre. Là, on voit un peu tout de l'acte. On voit des plafonds en tamaris avec des couleurs. Comme il y a toujours la caravane qui vient de Sahara, qui vient de Tombouctou, de Mali, de la Mauritanie. Ils rentrent dans le Sahara et comme ça, ils tombent dans la rivière de Dra. Ils remontent pour aller soit à Saouira, Mogador à l'ancien, soit à Marrakech. Et là, il y a des autres architectes qu'on voit mélanger avec des berbères. Et c'est vraiment ici pour accueillir les gens. Zine aime recevoir des invités marocains ou étrangers pour échanger sur les techniques de restauration. Il sait qu'il porte la responsabilité de transmettre, qu'il n'est qu'un maillon de la chaîne qui a commencé au XIVe siècle et qui va se poursuivre avec ses enfants. C'est la saison maintenant, tu trouves chez nous. Au fait, en traversant de
Vraiment, notre histoire, on ne veut pas qu'elle arrête là, on veut continuer encore et on aimerait bien le laisser propre et bien restauré pour notre enfant et pour l'avenir et pour, voilà, pour le Maroc, pour l'histoire du Maroc berbère. Ces sublimes édifices en matériaux simples constituent aujourd'hui une source d'inspiration pour les architectes, toujours à la recherche d'exemples de développement durable. Les fiers berbères, à l'origine d'un habitat séduisant et résistant, pourraient bien inspirer à leur tour les peuples d'autres continents. En s'éloignant de Toundout, on rejoint Boumaln d'Adès. C'est la route qui mène aux somptueuses gorges de Dadès. Là, à 1500 mètres d'altitude, on pénètre la montagne berbère, celle où se perpétuent les traditions à l'ombre des Casbahs. À l'origine, ce peuple n'avait pas de notion de propriété ni de frontières. Sédentarisés, ils se sont organisés en communautés rurales. La solidarité, c'est le ciment de la société berbère. Par exemple, le monsieur qui travaille là aujourd'hui, Sitter, demain, il se peut qu'un voisin à lui vienne lui donner un coup de main chez lui. C'est un échange nature. Ils s'entraident pour travailler la terre, mais aussi par exemple pour irriguer, et pour les cueillettes, pour labourer, pour toutes les activités en fait extérieures qui sont faites par les hommes. Les gens ne lâchent pas du tout cet héritage. C'est quelque chose qui fait partie du quotidien des gens. Pas loin de Boumaln d'Adès, dans les hauteurs du village d'Aïtioul, le quotidien des gens est marqué par un élément essentiel, le thé. Cette boisson participe du lien social entre les membres de la communauté et ceux qui viennent les visiter dans les montagnes du Haut Atlas. La sédentarisation a élargi une valeur qui leur est chère, l'hospitalité. L'hospitalité chez les Berbères, c'est pas un vain mot. La plupart des gens qui habitent dans le désert et dans la zone présaharienne manquent toujours d'eau. Le désert symbolise la soif. Et quand les Berbères reçoivent un invité, on lui offre du thé. Parce qu'on pense qu'il vient du désert et on pense qu'il a soif. La théière, ça symbolise le ciel. Le verre vide, ça symbolise la terre, le sol. Et l'eau, c'est l'équivalent du thé. C'est comme en fait la pluie qui tombe du ciel, c'est pour arroser la terre, pour la rendre fertile. Sur des pitons rocheux, en bordure de falaises, des plateaux, aux vallées, dans l'Atlas, les Berbères ont su féconder leurs terres, en y établissant ces petites forteresses, lieux de ravitaillement pour les caravanes et de défense pour les villageois. Une manière d'habiter singulière qui a permis aux Berbères de rester, comme ils se désignent même dans leur langue, des Amaziques, des hommes libres.